Bonjour, dans cette vidéo, on va savoir la plus importante découverte dans le monde. Il s'agit de l'histoire de la découverte de l'atome et la résolution de son mystère. Ce n'est pas du tout une histoire ordinaire, même les mots sont incapables de la décrire. Tout d'abord, on va parler de la naissance de l'univers et la manière dont la matière s'est formée. Après 14 milliards d'années, l'espace n'existe pas. Alors, il n'existe ni matière, ni énergie, ni vide. Mais soudainement, une boule de feu, plus petite qu'un atome, qui est venue de nulle part, surgit. Elle est extrêmement dense et plus chaude que le centre du Soleil. L'univers a commencé par une sorte d'explosion de cette dernière, nommée le Big Bang, qui est poussée par une énergie colossale. Après cette explosion, l'univers a commencé à se dilater à une vitesse incommensurablement plus grande que celle de la lumière. Et c'est grâce à la relativité générale mise en 1915 par Albert Einstein que les physiciens ont pu décrire l'histoire de l'univers. Pour connaître l'histoire de la découverte de l'atome, nous apprendrons ensemble dans une séquence historique dans laquelle nous passerons en revue le développement intellectuel qui nous a conduit à découvrir l'atome. Dès l'Antiquité, précisément 4 siècles avant Jésus-Christ, les philosophes s'interrogent de quoi l'univers est constitué, ou plus précisément les constituants de la matière. Premièrement, Thalès a répondu à cette question en disant que la matière est constituée de l'eau, et avec le changement de ses états physiques, la matière change aussi. Mais Anaximas lui a répliqué que la matière est constituée de l'air, non pas de l'eau. Cependant, un autre philosophe grec, nommé Héraclitus, leur dit que la matière est constituée du feu. Pour contenter toutes les parties, Empédocles a affirmé que la matière est constituée de l'eau, l'air, le feu, et il a ajouté la terre. Alors que Aristote et Aflaton ont bien aimé cette idée. Une nouvelle différence est apparue quand les philosophes s'interrogent si on divise une matière qui résulte de la combinaison de 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Va-t-on trouver une partie indivisible ou on va diviser jusqu'à l'infini? Démocrite a émis comme réponse sur la question posée que la matière est constituée des atomes qui vient du mot atomos, ça veut dire insécable en grec. En outre, il pensait que les atomes avaient des crochets pour s'attacher entre eux, c'est de là vient l'expression avoir des atomes crochus. Démocrite a imaginé alors que les atomes sont pleins de matière qui ne se transforme pas dans le temps. Pourtant, Aristote à ce temps-là a affirmé que la matière est divisée jusqu'à l'infini. Cette théorie va donc régner plus de 2000 ans. En 1805, Dalton énonce que la théorie d'Aristote est totalement fausse, selon son point de vue scientifique. Donc, il reprend l'hypothèse de Démocrite, car à cette période, il n'y avait aucun doute envers l'existence de l'atome. Mais ce que cherchent les scientifiques, c'est sa structure. Pour Dalton, les atomes sont lilliputiennes, on ne peut pas les diviser, et un seul type de ce dernier constitue la matière. Cette dernière, pour lui, change selon le poids et le volume des atomes. D'ailleurs, il a repris la théorie atomiste en se fondant sur la conservation de la masse et il a considéré l'atome comme une boule de billard. En 1897, le physicien Thomson a réalisé une expérience dont il a découvert les électrons chargés négativement après la découverte des propriétés physiques de l'atome. Il a affirmé aussi que l'atome est une boule chargée positivement farcie des électrons, dont les charges positives égalent aux charges négatives des électrons. Donc, il a conclu que l'atome est neutre. En 1905, Thomson s'est persuadé que dans un atome, les électrons négatifs sont plongés dans une soupe de charges positives de noyaux, comme les raisins dans un cake. C'est ce qu'il va appeler la théorie de plein pudding. Cependant, en 1911, Rutherford a critiqué le modèle de son professeur Thomson après avoir réalisé sa fameuse expérience qui se base sur les rayons alpha pour être sûr. Grâce à cette expérience, il a découvert que l'atome est constitué essentiellement de vide et qu'il est constitué d'un noyau chargé positivement aussi bien que sa masse et celle de son noyau, car la masse des électrons est négligeable. Rutherford a énoncé comme suite
que les électrons tournent autour du noyau tels que des planètes autour du Soleil. Et il a ajouté que l'électron est soumis à deux forces, la force de gravité appliquée par le noyau et la force centrifuge. Le modèle de Rutherford est appelé le modèle planétaire. Dans ses travaux, Rutherford a utilisé un appareil qui projetait les particules chargées positivement. Ces particules étaient projetées, produites par une source radioactive. Les particules étaient projetées sur un écran phosphorescent qui s'illuminait lorsqu'il était frappé par les particules positives. Il a introduit une feuille d'or à travers le trajet des particules. Ce qu'il a découvert, c'est que la grande majorité des particules positives passaient au travers de la feuille d'or et qu'une petite quantité était déviée et qu'une plus petite quantité rebondissait pour venir frapper l'écran à l'arrière de la feuille d'or. Il a donc imaginé un modèle atomique composé essentiellement de vide, dont le centre serait extrêmement dense et chargé positivement. Il aura appelé ce centre dense le noyau. En 1913, Niels Bohr a posé ses hypothèses en ce qui concerne l'atome après les difficultés rencontrées par le modèle de Rutherford. Parmi ces hypothèses, il a émis l'idée que l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel gravitent des électrons chargés négativement, dont leur nombre est égal à celui du proton qui a une charge positive. Non pas seulement cette idée, mais il affirmait encore que l'électron tourne selon des orbites ovales bien précis et il ne peut pas graviter au milieu de ces orbites. Elle a appelé ces derniers des couches électroniques. Depuis le modèle atomique de Rutherford et de Niels Bohr, certains scientifiques commencent à se questionner si on pourrait savoir leur position exacte de l'électron. Donc, Schrödinger en 1927 a proposé que les électrons n'ont pas un trajet bien défini, mais on peut indiquer une certaine probabilité de présence autour du noyau. En outre, il établit que le noyau est entouré d'un cortège d'électrons qu'on appelle nuage électronique. Son modèle est appelé le modèle probabiliste. Au revoir et merci pour votre attention.